grâce à notre invité. Oui, un virtuose du piano, du jazz. Il a entre autres surnom, celui de Dédé les doigts de fée. Et c'est vrai que ça... Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai déjà entendu ce surnom. On va lui poser la question. Bonsoir, André Manoukian. Bonsoir, merci de me recevoir. Avec ce petit surnom, mais c'est vrai. Avec une intro pareille. Dédé les doigts de fée, en fait, c'est la première émission que j'ai fait pour une chaîne concurrente, néanmoins amie, il y a longtemps, Paris Première. Et l'idée, c'était de poser des questions, mais avec un piano, tout le temps. Par exemple, votre première fois, c'était plutôt trit ou plutôt tan dan 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 bem bem. Et donc, ça Et donc, valu, c'est voilà. Dédé les doigts de fée. Bah, franchement, ça se vérifie. Et vous, votre première fois, c'était télé tout voilà. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Alors le voici, cet album qui est vraiment magique. Les pianos de Gainsbourg, des reprises des titres de Gainsbourg, sa période jazz, hein, on l'appelle la période bleue, c'est ça? Exactement. Avec des chanteuses sublimes, dont Isabelle Adjani, on va évidemment l'écouter. C'est vrai qu'on commémore cette année les 30 ans de la mort de Gainsbourg. Vous l'avez rencontré, vous, dans des conditions un peu particulières, je crois. Serge? Ouais. Ouais. Racontez-nous. C'était en 90, 91, je me souviens peu plus. de temps avant sa disparition. Voilà, Philippe Manœuvre organisait un festival qui s'appelait Valrock, c'était à Val d'Isère, c'était le festival du film rock en mois de novembre pour ouvrir un petit peu la saison. Et tout un train de rockers avec des perfs et tout le monde débarque à Val d'Isère. Et là, il y a Gainsbourg en répéto dans la neige avec sa chemise en jean qui regarde Manœuvre, qui fait « Manœuvre, ça caille dans ton bled !» Et j'ai passé une semaine délicieuse avec lui. C'est là que je me suis rendu compte que c'était un monsieur extrêmement sensible et extrêmement timide. Et presque, j'allais dire, il était plus gêné que moi quand on se parlait, quoi. C'était fou, quoi. Et par contre, dès qu'il y avait une caméra, il sortait la gitane et il faisait Gainsbourg. Et là, il devenait... Ouais, le personnage, ouais. qui était vraiment pour lui une armure. Et quand vous l'avez rencontré, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu une sorte de transfert, de projection. Enfin, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, 30 ans après, vous fassiez ces reprises? Parce qu'il faut s'attaquer quand même à Gainsbourg. C'est une référence pour tout auteur-compositeur français digne de ce nom. C'est même une référence casse-gueule. Certains vous emmènent dans des trucs sur lesquels on ne peut pas aller parce qu'ils ont tout cramé derrière eux. Quelqu'un qui voudrait aller dans la voie de Prince, par exemple, imaginez, ça n'existe pas. Aller dans la voie de Gainsbourg, c'est difficile. Par contre, il a des filiations qui sont formidables. D'une certaine manière, Bachung, Biolay sont ses héritiers, mais ils ont été ailleurs. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant. Et le challenge, par contre, c'était de revisiter sa période jazz, façon piano bar. Et David a... Et moi j'ai craqué sur l'album parce que justement, je suis plus attiré par le jazz et les ambiances et vos arrangements que par ce qu'a fait Gainsbourg, qui, moi, me surprend pas parce que je pense que Gainsbourg est un génial... inspiré, c'est-à-dire qu'il a copié le classique, il a copié le meilleur du reggae, enfin, il a beaucoup non, mais il en copié... a fait des compositions. Attendez, pour moi, Gainsbourg, c'est d'abord un poète, un super musicien, mais pas un inventeur de style. Et c'est pour ça que je trouve que le jazz est bienvenu pour revisiter ces titres, mais pour moi. Mais justement, est-ce que c'est plus simple de réinterpréter ou de revisiter un Gainsbourg qui lui-même a beaucoup réinterprété et beaucoup visité ses prédécesseurs, même s'il avait son style à lui, que justement, comme vous disiez, de se farcir des reprises de Prince qui sont impossibles à faire? On se rend compte, en le jouant, comme c'est agréable, comme on a à manger pour un musicien, donc on n'a pas trop à se torturer. Imaginez que vous repreniez des choses un peu new wave ou je sais pas quoi. Parfois, il y a des exercices qui sont un petit peu compliqués. Il y a des gens qui font ça vachement bien. Par exemple, le groupe Nouvelle Vague qui reprennent les Rolling Stones en bossa nova, etc. Là, tout d'un coup, on va dans une voie qu'il a lui-même tracée et on sait qu'on peut aller un petit peu plus loin parce que c'est ce qu'on m'avait demandé. On m'avait dit, fais-le façon jazz. Donc on s'est retrouvé. C'est le label Blue Note, hein. Exactement. Donc on s'est retrouvé quand vous avez Blue Note qui vous appelle en disant allô, tu veux la bien... maison de jazz. Ouais, finalement, vous aviez déjà fait un truc pour Blue Note. Ouais, c'était mon premier album. Quand même, hein, il a... Hein. Mais il a un aussi... petit pro, il a un œil faiblard, mais le cerveau fonctionne toujours. Je suis un peu endormi. Et c'est là qu'on se rend compte, en le rejouant,
m'est revenue cette phrase de Boris Vian, la première fois que Gainsbourg... Cole Porter. Exactement. Boris Vian, la première fois qu'il a entendu Gainsbourg, qui était tout jeune, il a dit, mais ce mec-là, c'est Cole Porter. Et du coup, voilà. Et moi, j'ai pu vérifier qu'effectivement. Et vous l'aviez un peu au-dessus de l'épaule, Serge Gainsbourg? Alors, je vais vous répondre. Je l'avais sous les doigts parce que j'ai joué sur son piano au studio Ferber. C'est un vieux Steinway. Et d'abord, quand je l'ai vu, je suis allé au studio, j'ai fait « Ouais, non, il est un peu rincé, on va en prendre un neuf. » Et là, le taulier m'a dit « C'était le piano de Serge, regarde là, il y a la trace de son mégot. » Vraiment, ou ça, c'est pour la légende? Non. Vous avez vu un petit trace sur le... Il y a une trace de mégot. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui? En tout cas, voilà, c'était... Et donc... dans le jazz, on a l'habitude de reprendre des thèmes. C'est même l'essence du jazz. Les premiers standards, c'était des chansons de Broadway, des chansons de variété. Et puis après, on les jazzifie. Là, prendre Gainsbourg et le jazzifier, c'était du bonheur. Et puis, vous êtes servi aussi, vous êtes servi, et vous êtes servi d'un autre instrument qui est la voix des femmes qui sont sur l'album. Il y a quand même Alors, il y a un casting 5 étoiles. Mélodie Gardot et Camélia Jordana, elles sont incroyables. Il y a aussi Isabelle Adjani. Attendez. Elles se détachent quand même du peloton, si vous voulez. Mais c'est votre avis. Je suis là pour le donner, remarquez. Oui, c'est vrai, certes. J'ai beaucoup souffert de l'œil. Je crois que je n'ai pas le même avis. On va écouter et regarder Mélodie Gardot. Ne vous déplaise en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. Racontez-nous ce mot de crooner, la traduction. To croon en anglais, ça veut dire murmurer. Et je me suis aperçu qu'en fait, un crooner, une crooneuse, c'est un murmureur, une murmureuse. Et en accompagnant Mélodie, parce qu'on a enregistré ensemble, piano-voix, elle chante tellement doucement que du coup, chaque note que vous faites, vous avez l'impression que c'est une cathédrale qui est en train de pousser. Donc, elle vous met dans un état d'attention qui est quasi hypnotique. Et ça, c'est la magie totale. Quand on écoute l'album, c'est ce que vous avez, fait sur beaucoup des chansons. Vous ne les avez pas accélérées, vous ne les avez pas suivies dans leur rythme. Vous les avez totalement dépliées et encore dépliées. C'est assez flagrant sur « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Où on se demande comment il a réussi à... Parce qu'il y a 3 notes qui sont quasiment les mêmes. On peut l'entendre en même temps qu'on parle. Pas évident. Non. Pas évident d'y aller comme ça. Alors, comment vous faites? Vous êtes dans un état d'émotion. Vous savez que vous touchez un peu un chef-d'œuvre. Vous savez que cette chanson... Il l'a écrite et puis ensuite elle prenait tout son sens avec Jane Birkin finalement quand elle l'a quitté elle, c'était comme un revers. J'avais reçu Jane aussi dans une émission sur une chaîne concurrente et néanmoins amie où j'étais resté pendant 1 heure avec elle. Là pour le coup vous avez raison parce que j'étais un peu sur mes petits souliers et en même temps c'est la magie du truc. C'est quoi une mélodie? Lui, il avait le sens de la mélodie. On dit à la fois que c'est un jazzman parce qu'il avait des accords qui étaient riches. C'est pour ça qu'il disait que la chanson était un art mineur, parce qu'il connaissait la grande musique. Il connaissait la musique classique, il connaissait le jazz. La chanson, c'est un tout petit peu en dessous. Par contre, il y a un truc très dur à faire, c'est une ritournelle. Et il avait les deux. C'est-à-dire qu'il pouvait à la fois faire des accords riches et en même temps faire des ritournelles que tout le monde pouvait chanter dès qu'on les écoutait. Mais vous êtes modeste, André, parce que en y mettant votre patte et en faisant ces arrangements qui étirent les chansons, qui les sortent de leur temps originel et de leur tempo originel, vous leur donnez une nouvelle vie parce qu'elles devenaient encombrantes à entendre parce qu'on les connaît par cœur, le sniff-sniff de Jane Birkin au moment où elle pleure, et pour toutes les autres c'est pareil, la javanaise, ras-le-bol. Et là, vous les avez explosés. Mais j'espère que d'autres vont les exploser aussi parce que finalement, encore une fois, l'essence d'un musicien de jazz, c'est de prendre du répertoire et puis chacun de revisiter à sa manière. Mais ça existait du temps des classiques aussi. Chacun se revisitait. Mozart, il écrivait un thème, il l'envoyait à Haydn. Haydn, il disait hey, regarde ce que j'en fais de ton truc. Et il lui écrivait, l'autre disait regarde ce que j'en fais de... Voilà, la musique, c'est fait pour circuler. Et c'est pour répondre à votre question tout à l'heure. J'avais un tout petit peu les miquettes, mais en même temps, je me disais, je fais mon boulot.
Après tout, comme disait le facteur dans Il Postino, la poésie appartient à celui qui la récite. Alors, pour cette poésie, vous avez choisi une muse sublime, Isabelle Adjani. Vous avez pris votre téléphone, vous l'avez appelée. Bonjour Isabelle Adjani, ça te dirait de chanter? C'est comme ça que ça s'est passé ou... J'ai eu son agent au téléphone, j'ai dit, vous croyez qu'elle accepterait? Elle m'a dit, pourquoi pas? Je vais lui poser la question. À partir de là, j'ai commencé à avoir la trouille. Et puis, elle m'a appelé en me disant, je veux essayer. Elle est venue à la maison. On a essayé d'abord. Oui. Et c'était tellement évident. En plus, elles m'ont toutes dit, elles ont toutes choisi leur chanson. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Et elle, tout de suite, a été Sous le soleil. Elle, ça a été, je veux faire Sous le soleil exactement. Et j'ai dit, mais quelle idée géniale, quoi. Évidemment, une actrice qui reprend la chanson d'une autre actrice. Anna, exactement. Et pour le coup, on a fait sobre, pas de batterie, un violoncelle, un piano qui se balade sur la voix d'Isabelle. Vous vous rendez compte? Je lui dis, soit on fait ça en studio, soit on fait ça à la maison. Elle me dit, je veux venir à la maison, je veux pas d'ingé son et tout ça. Pourquoi? Parce que pour être peinard, genre, elle est, j'allais dire, extrêmement humble, extrêmement... elle fait attention à tout ce qui se passe autour. Il fallait que... Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas chanté. Mais c'était depuis le Petit Pull Marine? Bah ouais, je crois. Il y a un côté hibernatus d'ailleurs, parce qu'on la retrouve comme dans le Petit Pull Mais Marine. tel quel? C'est-à-dire que si on les met dans le Petit Pull Marine, elle est là. Elle est formidable. On la retrouve. On l'écoute. Sous le soleil, exactement. Passe à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement. Juste en dessous. Mais c'est vrai que sa voix n'a pas bougé d'un iota. Non seulement elle n'a pas changé, mais surtout elle a une capacité émotionnelle de fou, quoi. Et alors on a fait, je sais pas, 3 prises à peine. Tout de suite, c'était ça, quoi. Et on était avec son assistante à se regarder, à crier presque au miracle en disant mais c'est dingue, quoi. Il y a aussi, c'est là qu'on voit Gainsbourg, c'est aussi un grand monsieur. À peine vous avez quelqu'un qui le fredonne avec une belle intention et bim, ça marche. Mais Sous le soleil exactement, ce titre-là, il évoque plein de choses. Mais est-ce que vous qui côtoyez plein de stars, qui faites chanter des artistes, etc., est-ce qu'il y en a qui se trouvent vraiment comme ça sous le soleil exactement? On a l'impression qui traversent la vie avec une grâce, sans faire de faux pas, sans faire d'erreur, toujours des choix extrêmement judicieux, des choix de carrière très judicieux. Ça va au-delà d'un choix de carrière, je pense, parce que voilà, ça va au plaisir de tout d'un coup de célébrer quelqu'un dans sa partie méconnue. Il faut quand même rappeler que Gainsbourg, le premier disque qu'il va vendre, c'est un disque de reggae que la maison de disques a dit, tiens, en Jamaïque, il y a une bande de mecs qui font un album en une semaine, il va aller là-bas, puis après, ça va être son dernier album. Parce qu'il ne vendait pas énormément de disques. Pour les filles pour qui il bossait, ça marchait beaucoup mieux. Mais lui, et puis tout d'un coup, il a explosé. Donc, revenir sur une période un petit peu inconnue, moi, c'est Élodie Frégé qui chante Ce mortel ennui, qui m'a fait connaître cette chanson Ce mortel ennui, où il chante... qu'est-ce qu'on se fait... Enfin voilà, ce mortel ennui qui me vient quand je suis dans tes bras. Wow, c'est noir, un peu cynique. Donc ce côté du jazz dans le ravin aussi, c'est deux qui meurent avec la radio, qui jouent du jazz et tout. C'est le Gainsbourg noir de première période. Et c'est pour ça que tout le monde se dit, putain, c'est un plaisir de revisiter cette période-là. Ce mortel ennui, c'est pas du tout ennuyeux, regardez. Le jour où j'aurai assez d'estomac et de toi pour te laisser choir, ce jour-là, oh oui, ce jour-là, je crois, oui, je crois que je pourrais voir ce mortel ennui se tailler à l'anglaise, loin de moi. Vous êtes éclaté pour les clips aussi? Ouais, grave. J'adore le ouais grave. Il y a des... Ouais, voilà. Bon, écoutez, moi, la seule chose que j'aurais en commun avec Serge, je partage pas son immense talent pour plein de choses, mais c'est l'amour des chanteuses, l'amour des voix, ouais. Des hommes, des voix masculines J'ai essayé. Ils avaient trop la pression. J'ai essayé et ils avaient... Vous avez essayé qui? Je peux pas vous le dire. Mais j'ai 3, 4, 5 chanteurs. Non. Et après, j'ai compris qu'en fait, les gars, ils ont
ils ont du mal à s'inscrire dans cette voix qui était si caractéristique. Et du coup, ils avaient un peu peur de faire... Vous avez tenté Thomas Dutronc? Bah ouais. Ah, Mais c'est lui, bien, il était en a sur du trouvé jazz un. aussi. Mais oui. Il vient de sortir un truc assez... Oui, mais non, mais encore une fois, je pense que ça fait un tout petit peu peur. Alors peut-être, on s'est dit avec la maison de disques, si il marche, et puis je pense que, bon, voilà, il se porte pas trop mal, cet album, parce qu'il y a encore une fois, il y a toutes ces filles qui sont des envoûteuses. Essayez avec que des garçons. Mais j'y tiens pas forcément. Question à l'arrangeur, aux musiciens, vraiment aux requins de studio, comme on dit aussi. Vous avez une chouchoute dans les six. Vous pouvez choisir quand même. Rosemary Stanley, on venait de faire un concert de jazz qui a duré toute la journée, qui était retranscrit comme les musiciens en ce moment. La chanteuse de Moriarty, j'ai chopé, je dis viens. Et puis c'était 9h du soir, après toute une journée. Elle a attaqué, bim. Moi, je vais dire, ce sont toutes des envoûteuses de haut vol. Et je pense que c'est cette qualité que j'aime et que j'ai toujours recherchée dans la chanson. C'est l'école des fans, c'est bien. Il n'y a pas de lui, il me favori. demande laquelle je préfère. Oui. Ah oui. J'étais tellement dans des émotions différentes. Je me suis régalé. Camille Lelouch, elle est arrivée, elle a dit, je vais chanter une chanson super triste, Baby Alone in Babylon. Pétard, à chaque fois, j'ai les poils. Je crois que c'est ça enfin, c'est grâce à elle aussi que cet album est tellement beau et agréable à écouter. Camille Lelouch, vous l'aviez retoqué il y a longtemps dans une émission. Non, mais c'est amusant comme le... Comme la roue tourne. Oui, exactement. Elle était toute jeune, elle était déjà très, très impertinente. Oui. C'était génial. Et puis voilà, elle était manifestement pas prête. Elle avait 18 piges, je crois. C'était la dernière d'une longue série de castings dans une émission qui s'appelait La Nouvelle Star. Et puis, on dit, c'est pas mal, mais non. Et comment non? Et donc, du coup, elle nous a provoqués. Et on a engagé un dialogue que j'ai oublié un petit peu. Mais je lui dis, qu'est-ce que je t'ai dit? Elle m'a dit, qu'est-ce que t'amènes de nouveau à la soul? Et là, finalement, elle amène quelque chose de nouveau au jazz. Grave. Vous vous êtes demandé, d'ailleurs, puisque vous êtes un bon client de ce genre d'émission où il y a un casting bienveillant avec des gens qui connaissent bien le métier, si vous traîniez des casseroles et des casseroles de blessures narcissiques infligées à des candidats qui s'en souviendront toute leur vie. Ouais. Parce que c'est une parole qui porte quand même, celle de quelqu'un qui fait des auditions. Sur le coup... On se souvient d'une vanne, ça vous marque tout le temps. Ça peut être un bon souvenir aussi, mais se faire bâcher par le Manoukian, pour des artistes, c'est dur, quoi. Alors, souvent, je répondais qu'on était sur un temps qui était beaucoup plus long que les montages et que c'est le principe bouddhiste de la réaction par rapport à une action. Action. Je vous montre pas du doigt vous, mais vous chantez faux comme un jambon et tout d'un coup ça nous arrive, réaction. Bon voilà, parce qu'on savait pas, on n'avait rien, pas d'oreillette, on savait pas si le chanteur était soit un génie, soit une casserole, c'était ça. Imaginez les Jeux Olympiques quand même. Hein. Imaginez les Jeux Olympiques avec moi qui fait le 100 mètres, c'était aussi ridicule que ça, on savait jamais. Alors, vous parlez des Jeux Olympiques, ça fait penser aux Jeux Olympiques d'hiver et à la montagne. Vous voyez l'esprit en escalier comment ça fonctionne. J'ai découvert en préparant l'émission que vous étiez un passionné de montagne au dernier degré. Alors, il y aura bientôt la reprise du Cosmo Jazz que vous avez créé. Ça reviendra en juillet, c'est ça? Oui, dernière semaine de juillet, pendant une semaine, dans les plus beaux sommets de la vallée de Chamonix, on installe des musiciens. Et voilà, regardez. Ça, c'était il y a 2 ans, parce qu'évidemment, l'an dernier, ça n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid. Mais on aura droit à nouveau à ces images-là, alors. Ah, exactement. C'est au barrage du Vieux Émosson? Ça, c'est au barrage d'Émosson. C'est juste à côté de Chamonix, c'est en Suisse. C'est super. Et regardez, oh la vache, les gens étaient serrés les uns comme les autres et ils dansaient. Et ça, c'est danseur? Ouais. Non, on fait des trucs de dingue, on se marre bien quand même. Et l'idée, c'est de jouer des musiques un petit peu inspirantes dans ces paysages qui sont époustouflants, quoi. Rosemary, elle était venue avec Moriarty jouer à côté du glacier d'Argentière dans un point qui s'appelle le Point de Vue. Les gens montent à pied, montent en vélo, montent en téléphérique et tout le monde se réunit. Il y a un seul piano par hélico parce qu'on est un peu écolo. Et du coup, c'est la cérémonie. Tout le monde, une fois que le concert est fini, le piano se soulève et puis on le voit s'élever dans les airs et tout le monde l'accompagne comme ça. On va voir le glacier d'Argentière, mais qu'est-ce que la montagne évoque de si fort chez vous? Qu'est-ce qu'elle vous permet de puiser? Est-ce que c'est un lieu de méditation, de contemplation? Regardez, hein, c'est quand vous voyez ces images-là, vous dites, pour moi, c'est les plus beaux paysages du monde qui soient, quoi.
En plus, le soleil, la neige, l'été, les neiges éternelles. J'ai fait le tour du Mont Blanc avec mon père, j'avais 12 ans. En réalité, j'ai viré ma cutie à l'âge de 5 ans. Donc là, je vous raconte ma vie sexuelle, si vous voulez. Ah oui, alors je voyais pas le rapport là. Virer ma cutie, c'est vous développer la tuberculose qu'on vous a injectée pour que votre corps fasse ses anticorps. Et moi, qui suis toujours trop sympa, j'ai fait « Ok, venez les petits microbes ». Donc je me suis retrouvé 3 mois en préventorium à Chamonix. Et les médecins, ils ont dit, maintenant, la mer, c'est fini, c'est la montagne. Et ça a arrangé bien mon père. Vous avez fait la montagne magique de Thomas Mann, quoi. Vous êtes allé dans le sanatorium. Exactement. À l'âge de 5 ans, je ne me rendais pas compte, mais du coup, ça arrangeait, encore une fois, je vous dis, les affaires de mon père. Et puis après, c'est une éducation, vous ne pouvez plus vous en passer, quoi. Là, en montagne, quand vous regardez ça c'est le lac Blanc, hein, c'est ça, ouais. Oui. Quand vous traversez quelqu'un sur un sentier, on se dit bonjour, on se salue. En plein été, dès que vous montez, de toute façon, il n'y a pas tant de monde que ça. Et puis, la musique et la montagne, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous faites des gammes et des gammes et des gammes et des gammes. Des gammes. Ouais. Et il faut être très technique pour pouvoir ensuite sortir des piquets et faire du freeride. Et voilà.